Bonjour à tous. Bonsoir. Bienvenue, monsieur et madame Tenji. Et bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour un nouvel épisode de Crit My Cult, et je suis évidemment avec Maxime. Bonjour à tous. J'ai la ref. Donc aujourd'hui, gros programme et petit changement d'ordre de rubrique, vous allez voir, tout va bien se passer. On va commencer avec le dossier Crit, qui sera consacré au problème à 3 corps. La nouvelle série de Netflix par les scénaristes de Game of Thrones et Absolument. de True Blood. Exactement. Ensuite, nous passerons directement au jeu, qui sera un tu préfères aujourd'hui. On poursuivra avec un culture culte consacré à la série Rick et Morty. Ensuite, nous aurons l'habituel calendrier des sorties. On vous parlera ensuite des devoirs, donc aujourd'hui il y a Metropolis et également After Party. Et comme d'habitude, on finit avec les recos. Et bien voilà, le programme est lancé, et nous aussi on va pouvoir se lancer, donc bienvenue dans Crit My Cult. Qu'est-ce que c'est que cette matière? On va dire que c'est un petit peu expérimental, hein. Est-ce que c'est bon pour vous? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et nous commençons donc cet épisode avec le dossier Crit qui est consacré au problème à 3 corps. Nouvelle série Netflix qui est adaptée d'un bouquin d'un auteur dont je ne dirai pas le nom sinon je vais dire n'importe quoi, mais qui est voilà une série de 3 bouquins de science-fiction qui a l'air d'avoir marqué pas mal les lecteurs, j'ai l'impression. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous raconte cette série ? Bah Maxime, tiens, dis-nous un peu de quoi ça parle, le problème à 3 corps. D'une certaine manière qu'on va pas vous spoiler parce que ça arrive pas forcément dès l'épisode 1, l'humanité et un groupe d'humains vont être au courant d'une invasion alien qui va avoir lieu. Et on va suivre un groupe de scientifiques, un groupe d'amis de scientifiques, qui vont tous avoir leur rôle à jouer sur la manière dont l'humanité peut se défendre face à cette invasion alien. Alors, du coup, c'est une série qui a été écrite par les scénaristes de Game of Thrones, donc elle s'est un peu vendue là-dessus, hein, finalement. Oui, c'est Netflix, nouveau gros blockbuster de science-fiction de la chaîne. On reprend les scénaristes de la plus grande série des années 2010 pour en faire le nouveau hit de Netflix. Voilà, exactement. Ces scénaristes sont quand même connus pour faire de l'adaptation, parce qu'on a bien vu avec Game of Thrones qu'ils étaient très forts quand il s'agissait du coup d'adapter les bouquins, un petit peu moins quand il s'agissait de voir la suite de Game of Thrones qui n'était pas encore écrite. Je suis pas d'accord, mais je valide ce que tu dis quand même. T'es pas d'accord que quand même le niveau baisse ? Je dis pas que c'est nul, je dis que le niveau baisse. Alors, pas du tout. Hot takes de l'épisode, j'adore la dernière saison de Game of Thrones. Ok. Et je trouve que c'est une des meilleures de la série. Ok, très bien. Parce Voilà. qu'on a du build-up pendant des années, et qu'on a un payoff qui pour moi fonctionne vraiment bien, et mes épisodes de la série, et mes épisodes préférés de la série sont dans la saison 8. On commence sur une hot takes, et c'est peut-être pas la dernière. Ah, peut-être. Donc voilà, on peut dire en tout cas qu'ils sont forts dans le travail de l'adaptation, adapter un gros univers de bouquins pour le retranscrire en série. Bah là, on peut dire que c'est une des qualités de cette série-là, c'est que on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, qu'on a un univers assez complexe. Ouais, on sent que c'est un joyeux bordel, hein, le bouquin de base. Voilà. Surtout que si j'ai bien compris, dans le bouquin de base, il y a des flashbacks qui sont faits dans les bouquins qui suivent, et qu'en gros, ils ont réuni tout ce qui pouvait se passer dans une unité de temps, histoire que tout ce qui se passe au temps présent, on l'ait d'une traite. J'ai vu aussi que le personnage principal du bouquin a été divisé en plusieurs personnages, histoire de le rendre plus intéressant, histoire d'avoir plus de choses à explorer. On sait que c'est des scénaristes qui sont à l'aise dans des séries chorales, donc je pense que c'est aussi une manière qu'ils ont eu d'avoir des personnages intéressants à raconter, et pas simplement ce qu'on retrouve beaucoup dans la SF, un personnage prétexte qui va juste vivre toutes les situations qu'il y a à vivre. Oui. Effectivement, on sent que c'est des choix d'adaptation pour rendre la chose plus digeste, plus intéressante, pour qu'on ait plus de personnages auxquels s'attacher. Parce que c'était aussi la vraie force de Game of Thrones, hein. Moi je sais quand j'ai commencé, toutes les intrigues et tous les personnages m'intéressaient pas, mais le peu de personnages auxquels je m'intéressais m'ont fait suivre la série. Donc ils se servent de cette force dont ils ont conscience pour nous engager dans ce joyeux bordel qu'est le problème à 3 corps. Exactement. C'est vrai que c'est un point intéressant parce que, comme je le disais, on sent que
c'est un univers complexe, et que là, en fait, tout est digeste, tout est assez compréhensible, même s'il y a des petits hicks par-ci par-là, mais en tout cas, vous pouvez suivre l'histoire correctement, vous n'aurez pas des grosses questions en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe là ?» Non, tout va bien, vous pouvez suivre assez tranquillement, mais après, c'est aussi le propos de Netflix, hein, c'est vous offrir aussi des séries qui sont faciles à suivre, que vous avez envie de binge-watch, donc de regarder entièrement d'un coup. Donc là-dessus, ils sont plutôt bien retombés sur leurs pieds, notamment pour moi grâce à leurs personnages qui sont plutôt intéressants pour la plupart, où j'étais en tout cas intéressé par ce qu'ils allaient développer avec eux, mais on y reviendra parce que c'est aussi un souci. Oui, puis voilà, on a des personnages globalement bien écrits, surtout bien castés, et les personnages jouent bien. Oui. En tout cas, jouent bien quand ils ont quelque chose à jouer. Ça, c'est un autre problème sur lequel on reviendra aussi. Mais c'est vrai que voilà, on est sûr de s'attacher à un personnage, on est sûr de pouvoir au moins suivre l'histoire en étant attaché au destin de l'un d'entre eux. Ouais, complètement. Et même les relations qu'ils ont entre eux sont plutôt bien gérées pour la plupart. Et donc, on peut s'attacher assez facilement à ces personnages. Et c'est clairement le point fort, je pense, de la série. Cela dit, Maintenant, passons à ce que concrètement on en a pensé, et le bilan est pas ultra positif. Hein. ouais, non, mais je On va vous le souffle dire. très fort pour ma part. Alors certes, on a de super personnages, c'est très bien, mais on est dans une série de SF, avec plein de concepts à nous présenter, du coup une potentielle menace alien. Et je dois dire que tout ça, ça m'a pas tant intéressé que ça, et justement c'est là où j'y vois un problème, c'est que j'étais beaucoup plus intéressé par ce petit groupe d'amis et leurs relations entre eux, que par les enjeux planétaires de cette menace. Mais c'est ça, c'est que la série prend le parti pris de dire on a des personnages intéressants, et ils vont tous avoir leur rôle à jouer dans cette situation planétaire, même interstellaire qui va arriver. Sauf que c'est pas totalement assumé, c'est pas tout le temps bien fait. Et comme tu dis, Benjamin, les personnages sont intéressants, mais l'univers, il l'est pas tant que ça. Surtout qu'il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent pas, notamment parce qu'on essaye de poser des problèmes donc de science-fiction, hein, donc des théories scientifiques qu'on essaye d'appliquer à une fiction, hein, la définition même du genre. Sauf que ça se veut souvent plus intello qu'il n'y paraît, et ça laisse plein de ce qu'on appelle des plot holes, hein, donc des trous scénaristiques qui ne fonctionnent pas vraiment. Et d'un côté, on essaye de nous présenter ces concepts scientifiques en mode, c'est de la science-fiction, on est dans de la hard SF, donc on essaye d'expliquer les choses avec des vraies théories scientifiques, avec les vraies connaissances qu'on a actuellement de l'astrophysique et de la mécanique quantique. Mais en attendant, quand ça nous arrange, ta gueule, c'est magique, et puis c'est trop évolué pour nous, donc voilà. Et en fait, la série sait pas sur quel pied danser avec ça. Dans la science-fiction, moi, ça me gêne pas si on me dit, ok, il y a des problèmes scientifiques qu'on va essayer de résoudre pour pouvoir approfondir notre lore et pour pouvoir raconter notre histoire, et d'autres éléments scientifiques sur lesquels on va passer outre. Là, le problème, c'est que la série, de temps en temps, elle se concentre sur ça, puis de temps en temps, non. Et en fait, ça fonctionne pas. Ça m'a beaucoup fait penser à Star Trek Discovery dans ses premières saisons, qui avait ce côté, on fait de la science-fiction pour des gens qui consomment pas de la science-fiction, et si on s'y connaît un tant soit peu, que ce soit en SF ou en science, on se rend bien compte qu'on nous prend un peu pour des cons. Moi, ça m'a posé énormément de problèmes, notamment parce que je suis plutôt fan de SF, et que là, je sentais vraiment qu'on essayait de me faire croire qu'on était plus intelligent que moi, alors que c'était pas le cas. Pour revenir à un problème, sans être dans ce détail-là, tout simplement, il y a des séries qui assument le fait d'être de la SF légère, et de te présenter un truc pas forcément crédible, mais qui l'assume pleinement et qui a juste l'ambition d'être divertissante et de te faire passer un bon moment. Là, on veut vraiment nous présenter de la hard SF. Donc c'est là qu'est le problème, forcément, quand on fait de la hard SF. Nous, en tant que spectateurs, on va se poser des questions, du coup. On va pas laisser passer tout et n'importe quoi, parce que on se dit, là, c'est une série qui se veut intelligente au niveau de sa science-fiction. Et là, c'est clairement ce qu'elle essaye de faire, et il y a des moments où ça colle pas, quoi. Et c'est ça qui est vraiment gênant. Si, dès le départ, elle s'était présentée en mode, nous, on est là pour faire du divertissement, mais voilà, il y a des aliens, il y a des machins, j'aurais fait, ok, vas-y, offre-moi ce divertissement.
Mais là, en fait, clairement, on est sur des problèmes complexes. C'est dans le titre, hein, problème à 3 corps. Donc Déjà, on peut pas l'éviter. Hein. Le problème à 3 corps, c'est un concept scientifique qui est compliqué. Je vais peut-être pas Non, m'engager. part pas dans l'explication, vraiment pas. Je vais pas m'engager dans l'explication, hein, vous taperez sur Google ce que c'est. Mais déjà, même moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était avant de regarder la série. Après, la série le vulgarise bien, mais l'exploite très mal. Ouais. Et encore une fois, nous, on a des questions qui sont posées et on nous y répond pas. Et encore une fois, si c'est une série qui se veut scientifiquement intelligente, elle l'est pas. Et tu disais, Benjamin, que à la limite, dans ce cas, il nous reste le divertissement. Sauf que le divertissement, on l'a pas. Non. Parce qu'en fait, la série est certes bien adaptée, sauf que en attendant, elle est quand même mal gaulée. Dans le sens où on lance des intrigues, et puis on les coupe au bout de 3 épisodes, et puis on se relance sur d'autres, et puis il y a des ellipses tout au long de la série. D'ailleurs, en préparant l'épisode avec Benjamin, on s'est posé la question, il s'est passé combien de temps entre le début du premier épisode et le début du dernier? Déjà, on n'était pas d'accord, et en plus de ça, on n'était pas sûr. On n'a pas vraiment de moyen de le savoir, en fait, finalement. Sauf que il y a des fois, c'est vraiment gênant, parce que du coup, on sent vraiment qu'il s'est passé des choses dans l'histoire qui a nécessité 3-6 mois ou autre. Ouais. Sauf que c'est comme si, en attendant, les relations entre les personnages, chose intéressante dans la série, du coup, s'il y a eu 6 mois d'ellipse, visiblement, la relation entre ces personnages-là a été mise au placard pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il s'est rien passé. Ouais, c'est ça. Et le problème, je pense aussi de la série, c'est qu'elle est trop dans un entre-deux. C'est-à-dire que je pense que j'aurais préféré la série si soit ça avait été une série sur une bande de potes, juste une bande de potes où il y a cette situation qui se passe pour eux, ou sinon, carrément, un problème planétaire avec des personnages de tous les pays qui se mettent d'accord pour éloigner cette menace, un truc très planétaire, tout simplement. Et là, on est vraiment dans un entre-deux où on va suivre cette bande de potes, mais pas assez pour être pleinement dans leur histoire à eux, et en même temps nous mettre cette histoire de menace planétaire où j'ai l'impression qu'elle est plus effleurée qu'autre chose, et qu'on nous dit plus... éventuellement, si vous voulez des réponses, ce sera dans la saison 2, quoi. Oui, puis la série commence en essayant de te mettre un contexte politique. Ouais. Qu'elle abandonne complètement, mais quand je vous dis complètement, c'est-à-dire que si au premier épisode t'es intéressé par le contexte politique de la série, et arrête-toi au premier épisode, c'est mieux que t'auras. Et c'est ça, c'est que la série passe son temps à partir sur des trucs et à les abandonner. En plus de ça, on dit que les personnages sont intéressants, mais il y a quand même beaucoup de scènes où ils sont là parce qu'ils ont besoin d'être là, mais en attendant, j'ai l'impression qu'ils sont pas dirigés parce qu'ils sont juste là, bras ballants, et ils font rien. Ouais, mais du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est des scènes où on parle pas d'eux. Ouais, c'est ça. On parle du problème planétaire, justement. C'est ça, et on n'intègre jamais les deux. Voilà, c'est ça. On fusionne jamais les deux, quoi. Quand ça parle d'eux, que c'est leur relation entre eux. Mais jamais quand on parle du problème planétaire. Là, ça devient juste des façades et genre, il y a machin qui peut répondre à cette question, donc on le met. Il y a machin qui peut faire ci, donc on le met. Mais sinon, en fait, les personnages se mélangent pas au problème. Ouais, ou pire, le personnage a besoin d'être dans cette scène parce qu'il a besoin d'avoir cette information. Mais que du coup, comme tu dis, c'est une façade. C'est-à-dire, il est juste assis dans un coin et il fait oui. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Il y a autre chose aussi qui est problématique. C'est la subtilité. Parce que c'est Netflix et que, franchement, ça me gave. Hein. C'est un problème que j'ai avec toutes les séries Netflix. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est pas que c'est mal écrit ou bien écrit, c'est juste que c'est écrit en police 16, caractère gras, surligné, souligné, pour bien que tu comprennes les choses. Et pour moi, le paroxysme de ça, c'est la série You, qui est pas mauvaise en soi, mais qui est tellement pas subtile qu'elle en devient risible, alors que parfois elle peut avoir des choses intéressantes à raconter. Du coup, c'est ça, c'est qu'on a ce problème inhérent aux séries Netflix, où c'est pas subtil, et vu que c'est un beau bordel organisé, tout ça, je savais pas forcément où la série m'emmenait, mais à partir du moment où une scène commençait, je savais où elle allait terminer, et je pouvais même prévoir les répliques. Ce qui fait que, au début de chaque scène, mon intérêt que je pouvais avoir pour cette scène-là était tout de suite gâché parce que je savais où elle allait. Et ça, sur 8 épisodes, non, c'est lourd en fait. Et puis, du coup, un autre problème qui est propre à Netflix, c'est les visuels. Ouais. Les visuels, en fait, sont très pauvres. On est dans une série de SF, donc on s'imagine rêver un petit peu, quoi. Faites-nous rêver. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, clairement, on est de retour avec cette photographie un peu fadasse. Tout est blanc, étalonné normalement, il n'y a pas de style. Les décors, il n'y a pas de créativité particulière. Ils sont moches. Ils sont surtout basiques, en fait. Même avant de parler de mocheté, j'ai envie de parler de
trop de Mais simplicité, il y a pas d'idée, quoi. Ouais, il y a une scène à la fin de la saison, tranquille, hein, c'est pas un spoiler, mais il y a un personnage qui dit à un autre, tu vois cet endroit, c'était le plus bel endroit sur Terre il y a tant d'années, tu vois. Et moi j'étais là, je fais, mais ça a jamais été beau. Déjà, au moment où je l'ai vu, à cette époque-là, j'ai jamais trouvé ça beau parce que tu me l'as jamais montré. Et que c'est pas beau parce que à aucun moment la série m'a montré quelque chose de beau. Et le pire dans tout ça, c'est que par exemple, il y a une scène où au bout d'un moment, ils descendent d'un avion. Donc c'est une scène dans un aéroport, hein, on est sur une piste d'atterrissage. Et en fait, tout derrière est tout flou, pour pas que tu vois que c'est du numérique complètement dégueulasse. Et la série fait ça, mais tout le temps. C'est-à-dire que, limite, tu peux déterminer quand c'est du décor réel ou du décor numérique, parce que dès que c'est du décor numérique, le fond est flou. Mais flou dégueulasse, hein, vraiment. C'est pas... on dirait le film de Snyder, là, c'était Army of the Dead. Ouais. Ouais, c'est ce même procédé, Netflix aussi, Netflix, tiens, comme par hasard, ce même procédé du « Ah, t'inquiète, si on n'a pas d'argent pour les effets spéciaux, on fera du flou », tu vois, et je pense au pauvre directeur de la photo qui est obligé d'avoir un rapport comme ça, où d'ailleurs, le directeur de la photo, le pauvre, de faire un truc aussi lisse, aussi taf, tout quoi. blanc, aussi sans personnalité, et en plus, le peu de trucs qu'il pourrait faire avec du FX, c'est flou. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça revient sur pas mal de séries Netflix, mais quand en plus on est sur de la SF, de la fantasy, Et des puis choses là, comme ça, c'est compliqué d'assumer ce genre de visuel banal, quoi. Bah oui, puis en plus de ça, comme on vous l'a dit, c'est le nouveau hit de Netflix. C'est censé être la nouvelle figure de proue de Netflix, ou en tout cas de cette année ou de la saison. Du coup, là, ça fonctionne pas. Et il y a un truc aussi qui est... donc dans la série, je vous explique pas le contexte, mais en gros, à des moments donnés, ils sont avec des sortes de casques VR, voilà. Donc ils sont dans un univers spécifique. Et donc dans cet univers, bon, les effets spéciaux sont dégueulasses, mais ça peut avoir un intérêt vu qu'on n'est pas dans une sorte de réalité. Mais en fait, tout ça est anéanti à partir du moment où tu vois que même ailleurs que dans ce casque VR, c'est dégueulasse. Ouais, puis même encore une fois, quand ça arrivait à être dégueulasse sur des simples scènes on est dans un aéroport. Ouais, voilà, et que des trucs simplistes. Tout est tellement pauvre et banal dans la réalité que justement, les scènes dans le truc VR, c'est là où on pourrait nous faire un peu rêver. Sauf que c'est aussi moche, comme on disait, c'est-à-dire que là on se dit, ah ok, c'est de l'art d'SF, ouais, mais ça s'assume pas parce que ça fait du ta gueule c'est magique de temps en temps. Et si on veut dire du ta gueule c'est magique, ouais, mais non, en fait, on nous prend la tête avec des vrais trucs de SF DR qui en plus fonctionnent pas. Pareil, on se dit, bon, dans la VR, c'est du jeu vidéo. Bon, c'est censé me faire rêver, ça me fait pas rêver. Bon, c'est pas grave, ouais, mais même un simple plan dans une rue normale, ils arrivent à le gâcher. Ouais. Puis les personnages, bien qu'ils soient intéressants, vu qu'on essaie jamais de les décoiffer, je sais pas, même faire des taches sur leurs vêtements ou autre, de pour créer quelque chose, ça fonctionne jamais. Ouais, et en plus de ça, vu qu'on veut s'intéresser aux personnages, on va même avoir parfois des scènes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, pour se concentrer sur des personnages, et c'est pas plus utile que ça, quoi. Non, et malheureusement, c'est souvent les meilleures scènes. Ouais. C'est qu'au final, je trouve ça bien plus intéressant que le problème principal de la série. Ça amène au gros problème que moi j'ai avec la série, c'est que j'ai pas envie de voir la saison 2. Non, à la fin ils essaient de t'engager en disant oui, vas-y, on va faire ça, et je me rappelle m'avoir dit genre sans moi en fait. Ouais, voilà, mais c'est très problématique parce que quand je dis ça, c'est pas en mode ah, j'ai vraiment pas aimé donc je verrai pas la saison 2. Non, c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de mystères établis, des mystères qui méritent d'être résolus, et qui fait que j'ai envie de voir la saison 2. Sachez que parfois, moi, il y a des saisons de séries que j'aime pas vraiment, mais je suis en mode, je suis curieux de savoir ce qui se passe après. Ouais, donc parfois, je vais pas regarder la série, mais juste me renseigner sur ce qui se passe après, et voilà. Mais là, j'ai juste même pas envie de savoir, je m'en fous. Et c'est pas normal qu'une saison se finisse alors que y a encore tellement de choses à résoudre. Encore plus une saison 1, parce que le but d'une saison 1, justement, c'est que t'aies plus ou moins aimé ou non, c'est d'arriver à t'engager pour la suite. Exactement. À partir d'une saison 2, 3 et plus, on suppose que t'es déjà engagé à la série. Donc on peut se permettre d'être un peu plus faible sur la manière dont on va t'engager sur la suite, parce que t'es déjà pris. La saison 1, elle doit t'emmener. Ouais. Justement, et te dire, t'as pas trop aimé ? C'est pas grave, mec. Il y a un voyage qui t'attend. Et c'est surtout que là où l'intrigue s'arrête, la suite des événements va nécessiter d'une très très grande ellipse. Sauf que du coup, j'aurais préféré que soit que la saison 1 se termine en nous disant va y avoir cette très très grande ellipse, et du coup, tu vas envie de savoir ce qui se passera après cette ellipse,
Parce que là, si on reprend au temps présent et qu'on reprend la suite directe, bah c'est bon, tout est bouclé, genre c'est pas intéressant, j'ai pas envie de savoir en fait. Et déjà, s'il y a une saison 2, parce que j'ai quand même beaucoup de doutes sur le fait qu'il y ait une saison 2 au final. Ouais, parce que la hype, elle a pas pris. Nous, de base, si vous voulez, on avait prévu de parler de la série parce que c'était le nouveau hit de Netflix, qu'en plus c'était présenté à Sérimania, festival qu'on a couvert, vous pouvez aller voir notre épisode spécial précédent. Et on s'est dit, est-ce qu'on parle quand même du problème à 3 corps vu qu'il a fait partie de la compète et qu'en plus on aura eu accès au pilote, ou est-ce qu'on le garde pour l'épisode d'après ? On s'est dit, bah non, justement, c'est le nouveau hit de Netflix, on va lui donner sa chance et ça va être notre sujet. Voilà, je précise qu'on n'a pas parlé de la série parce qu'on avait envie de la descendre. On s'est dit, chouette, on a un gros hit Netflix, on va pouvoir parler d'une saison complète dans un dossier crit, c'est l'occasion. En plus, scénariste de Game of Thrones, adaptation d'un truc de SF, franchement, toutes les cartes étaient là pour qu'on aime. Mais clairement, on sera pas là pour la 2, à moins de curiosité malsaine. Oui, voilà. Et c'est peut-être la première fois dans le podcast qu'on va le dire, on vous recommande pas le problème à 3 corps, parce que il n'y a pas que 3 problèmes dans cette série, il y en a beaucoup trop. Trop de problèmes pour un seul corps. Ouais, Mais voilà, écoutez, nous, on vous la conseille pas, mais après, si vous êtes curieux, on va pas vous empêcher non plus de la regarder. Et puis dites-nous, tout simplement, en commentaire si vous écoutez sur YouTube, ou sur nos réseaux si vous écoutez en podcast, bah, ce que vous en avez pensé. Très curieux d'avoir un contre-avis là-dessus. Donc voilà, vous savez tout, et maintenant, on va pouvoir jouer un peu. Bonsoir. On va jouer à un jeu. Ready? Go! Et maintenant, on va pouvoir passer au jeu, Maxime. Et cette fois-ci, c'est un « tu préfères ». Yes. Le retour du « tu préfères », et oui. Et oui, on sait que vous adorez le tu préfères. Nous, on l'adore, en tout cas. Maxime, je t'en prie, vas-y, entame. Eh bien, Benjamin, tu préfères, à vie, écouter toutes tes musiques en avance rapide, ou écouter 10 secondes de chaque son, mais de manière complètement random. Ça peut être que des intros, que des buffs, que des bouts de refrain, c'est 10 secondes. Ok. 10 secondes, c'est clairement pas assez. Donc je dirais que dans le sens où, si j'écoute une musique accélérée, ça se trouve, je vais découvrir une autre forme de genre musical, tu vois, genre, je sais pas, de la hyper méga pop, tu vois, par exemple, j'en sais rien. Et je pense que je partirais quand même sur écouter de la musique avec de l'avance rapide. Au moins j'aurais une chanson en entière, tu vois, genre je sais pas à quoi ça ressemblerait, mais si j'entends que 10 secondes d'une musique, que c'est genre un pré-refrain à la con, cimère quoi. Ça casse les couilles. Mais bon, au moins avec ça, j'avoue, il y aurait de la surprise à chaque fois. Parce qu'on est d'accord que ça peut être 10 secondes différentes à chaque fois. Ah oui. Ah ouais, donc ça peut créer de la nouveauté, tu vois. Ouais, moi j'aurais aussi. pris 10 secondes, tu vois, pour le Ah ouais, t'aurais pris 10 Bah secondes. ouais, au moins si tu fais un mix, tu vois, tout s'enchaîne. Après, si t'as le droit de modifier... Non, ce que je veux dire, c'est vu que tout s'enchaîne. Ah oui, du Tu coup, vois, il 10 peut y secondes de avoir l'un, de l'autre, ouais, un ça espèce peut- de DJ set qui se forme dans tes oreilles. C'est ça. Ouais, non, je partirais quand même sur la musique accélérée en espérant que ça crée un genre de musique auquel je n'aurais pas pensé. Ok. Maxime, on va être beaucoup plus terre à terre. Hein, je vais te parler de un de tes groupes favoris, Ok. Gorillaz. Yes. Et je vais te demander, est-ce que tu préfères leur premier album, donc Gorillaz, Mhm. ou est-ce que tu préfères leur dernier album, Cracker Island? Ah. Eh bien, sans hésiter, Benjamin, parce que figure-toi que je me suis posé plus ou moins cette question tout à l'heure. Ah bon? D'accord, ok. À me dire que Demon Days était certes mon album préféré, mais J'ai quel fait était J'ai fait exprès de pas le mettre dans le lot. Oui, bah oui, sinon... Et de me demander quel était pour moi le top 2, du coup. Mhm. Et c'est Cracker Island. Oh, Donc, Cracker Island. ok, incroyable. J'hésitais à mettre Plastic Beach dans l'équation, mais après je me suis dit que c'était marrant aussi d'avoir le côté le premier et le dernier. Et du coup, le reste du classement peut-être, t'as une idée ou... Ouais, je dirais en top 3 Humans, Ok, puis Plastic Beach, Song Machine, ok, The Fall ok, et The Now Now. ok. Donc Gorillaz est le pire album de Gorillaz.
Ah oui, putain, bah oui, je l'ai oublié du coup. Non, je le mettrais après Sound Machine. Ok. Et après, Donc quand même assez bas. Ouais, The Fall c'est particulier parce que pour moi c'est un album pas forcément terminé. Et enfin c'est pas un album terminé d'ailleurs, c'est son concept. Ouais. Et The Now Now est la version finie pour moi. Donc, D'accord. Et je compte pas du coup D-Side et G-Side. Benjamin, avis, encore une fois. Tu fais des choix qui engagent... Toute ma vie, là je remets tout en question. Tout en question. Tu préfères jouer à tous tes jeux en 10 FPS, donc en 10 images secondes, ou en version 8 bits pour tous les genres. Donc action, 3D, genre même la 3D, t'es une espèce de vieille 3D 8 bits, voilà. Putain, mais en plus tu m'avais pas déjà posé un truc comme ça. Un truc similaire. Mais non, c'était avec la latence de jeu que je t'avais posé. Ouais. Et sachant que s'ils sont en 10 FPS, ils sont en 4K. Ah ouais, putain. Mais pareil, hein, je vais pas me faire avoir comme le je vais devenir un joueur rétro gaming, hein, je crois. C'est tout, hein, voilà ce qui va se passer. J'essaie de m'imaginer, ça donnerait quoi, je sais pas, par exemple Elden Ring en 8 bits. Pas grand chose. Alors là, le truc chiant, c'est que vraiment, je n'ai aucune justification de choix. Ok. Tu vois, donc en fait, j'ai du mal à faire un choix parce que pour moi, c'est l'enfer quoi qu'il arrive. Donc j'aurais pas de justification de pourquoi l'un est meilleur que l'autre. J'en prends un, mais j'arrête de Mais jouer ouais, aux jeux vidéo. voilà. Je vais dire les 10 FPS et je joue que à de la Game Boy. Voilà comment ça va se passer. C'est un choix. C'est un choix. J'ai choisi ma vie, voilà. Moi, j'aurais pris 8 bits pour l'expérience. C'est vrai, mais une expérience qui dure à vie, ça s'appelle plus une expérience, Maxime. Ça s'appelle une torture. Alors, moi aussi, là, tu vas avoir un choix jeu vidéo ludique. Je vais parler de tes attentes. D'accord. Beyond Good and Evil 2. Non, j'ai fait exprès de pas le mettre dans l'équation, lui non plus. Rayman 4. Non plus. On est sur du Nintendo. Je vais te demander de choisir entre deux jeux. Sauf que tu en choisis un, et l'autre, ça veut dire qu'il ne sortira jamais. Ah, c'est fini. Ah. Est-ce que tu préfères voir venir le prochain Zelda ou Metroid Prime 4 ? Ah ah. Bah, le truc, c'est qu'avec Zelda, je peux me dire que j'en ai déjà plein. Oui. Et que la franchise est déjà arrivée au bout de quelque chose. Oui. Que Metroid... Mais t'en auras plus. Ouais, mais j'ai de quoi faire. T'as de quoi faire, mais t'as fait déjà. J'ai encore Zelda 2 et Majora's Mask à terminer. Il reste plus grand chose. Non, et si je les ai pas terminés, c'est qu'il y a une raison. Désolé pour les fans de Majora's, ce sera une autre takes pour un autre épisode. Et c'est ceux qui sont fans de Zelda 2, alors tu penses pas? Il y en a pas beaucoup. Existe-t-il je vais prendre Zelda quand même. Parce que je suis pas... tu prends Zelda quand même? Ouais, parce que je suis pas tant joueur de Metroid non plus, tu vois. Ok. Et je me dis que vu que je les ai pas tous fait non plus les Metroid, là il me t'as un reste peu de encore marge. beaucoup à découvrir Ouais. de Metroid, genre j'ai jamais fait Prime 2 et 3, je les ai pas tous faits pour les versions 2D, Ouais. toujours pas terminé Dread par exemple. Mhm. Donc, et puis vu que j'ai pas fait tous les Prime, bah il me reste encore les Prime à découvrir et en plus ils vont être remakés un jour ou l'autre. Ah bah oui, oui. T'as un petit peu de marge, Alors que Zelda c'est trop mon kiff jeu vidéo quoi. C'est ça. Ouais, non Zelda. Ok. Benjamin, on arrive à mon dernier. Tu préfères écouter toute ta musique à vie encore une fois? T'as Oh. beaucoup de trucs avec ma vie, Maxime. Ouais. Laisse ma vie tranquille en dehors de ça. En version 8 bits. Quoi? Genre toutes les musiques que tu connais, elles sont refaites en version 8 bits. Oh putain. Toutes. Même genre le dernier album d'un gars là, et bah toi tu seras le seul à l'entendre en version 8 bits. Oh putain. Mais t'as le choix. Tu peux écouter la musique telle qu'elle sort,
mais masterisé n'importe comment et de manière random. C'est-à-dire que d'un coup, les basses, elles seront beaucoup trop fortes, t'entendras plus la voix et ça changera tout le temps, quoi. Ah ouais... Bah, un peu la même réflexion que sur le premier. En 8 bits, je découvre peut-être un nouveau genre musical auquel je vais m'adapter, tu vois. J'aime beaucoup Savan qui utilise beaucoup ce genre de sonorité. Ça se trouve, ça va marcher. Alors que si le mix est bazardé, clairement, j'écoute pas des bons sons, quoi qu'il arrive, en fait. Genre, j'écoute des mauvais sons, des mauvais morceaux, peu importe ce qu'il y a dessus. Donc, 8 bits, ça se trouve, je vais pas pouvoir kiffer beaucoup de choses, mais au moins, ce que je vais kiffer, ce sera de la qualité. Ok, Donc, partons là-dessus. j'aurais fait pareil. Ah, c'est bien. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Et mon dernier, il est très simple, on finit en douceur et en harmonie musicale. Et je vais tout simplement te demander... La paella. Merci Maxime. Ouais. Et voilà, c'était l'épisode de Crit My Kid. Non, évidemment, je vais te demander ce que tu préfères entre le thème musical de Jurassic Park et celui d'Harry Potter. Ah ouais, chaud. Ah putain, merde. Ah, c'est chaud. Bah, c'est deux musiques vraiment emblématiques. Ouais, parce que si tu me parles du film, Oui. c'est Harry Potter. Ok. Mais la musique. Et la musique, vraiment juste la musique, quoi. Les deux musiques sont très belles. Ah, c'est- Ou... Est-ce que je peux te tricher de demander genre les versions de base des deux musiques de John Williams, le thème d'Harry Potter 1 Ouais. et le thème de Jurassic Park 1 orchestré comme dans Jurassic Park 1, quoi. Exactement. Le classic shit. Qu'est-ce qui te fait vibrer quelle musique t'entends? T'as envie de voir le film direct Moi, je dirais Harry Potter parce que je trouve que c'est un peu plus recherché pour John Williams, tu vois. Que le Jurassic Park, c'est John Williams dans toute sa splendeur, mais en John Williams, quoi. Mhm. Alors que sur le thème d'Harry Potter, il s'essaye à d'autres sonorités qu'on a moins l'habitude d'entendre. Et puis c'est une musique qui évoque plus de sensations. Ok. Là où Jurassic Park, c'est il se déplace en troupeau, quoi. Waouh, il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Harry Potter. Harry Potter. Moi, j'aurais pas su trop quoi choisir, parce que pareil que toi, en termes de film, je pense que je choisirais quand même Harry Potter. Mais en termes de musique, Jurassic Park a quand même une force qui me... Ça me réveille un truc immédiatement, Exactement, quoi, les ouais. notes de Il Jurassic se déplace Park. en troupeau. Voilà, exactement. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse, c'est la tienne. À vous... Faites-vous la vôtre. Faites-vous la vôtre, exactement. À vous de juger maintenant en commentaire ou sur nos réseaux sociaux si on a fait les bons choix selon vous et quel aurait été le vôtre, surtout. Surtout. Et oui. Est-ce qu'on parlerait pas de Rick et Morty pour le Culture Culte maintenant, Benjamin? Oh bah écoute, si c'est si gentiment demandé, Maxime, parlons de Rick et Morty. Ça aussi, c'est une musique qui me donne envie de regarder l'œuvre en question. Allez, c'est parti, Rick et Morty. Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de... His name is James Cameron. Chronoscan activé. Mode Légendex.
petit chien! Et maintenant, on va pouvoir passer aux cultures cultes qu'on a décidé de consacrer à la série Rick et Morty, qui est une série initialement lancée par Dan Harmon et Justin Roiland, même s'il n'y est plus et on y reviendra. Actuellement, la saison 7 est sortie en français sur Adult Swim, pas encore sur Netflix. Donc du coup, nous, on va vous parler de la saison 7, mais aussi on va revenir sur l'évolution de la série sur ces 7 saisons. Ouais, et qu'est-ce qui en fait son succès, parce que je pense qu'elle a une formule plutôt bien rodée qui l'aide à justement se démarquer d'autres séries d'animation pour adultes du même genre. Voilà. Et celle-là, on l'adore, on va pas la descendre en flèche, rassurez-vous. Pour une fois, on est plutôt d'accord. Enfin, on a les mêmes épisodes préférés, on en pense la même chose, on l'aime pour les mêmes raisons. C'est ça. Là, c'est un tout droit. C'est tout droit parce que vraiment, on n'a pas de débat avec Rick et Morty, avec Benjamin. On aime parfois justement confronter nos avis différents. Ouais. Là, c'est pas le cas. C'est étonnamment même, je vous dis, on a les mêmes épisodes préférés pour les. Enfin, voilà. Pour que ce soit assez ludique, on va vous parler, en fait, on va séparer les épisodes dont on va parler en 2 grandes catégories, qui sont les épisodes standalone, mais avec un concept de SF ou une reprise de concept de SF qui est très pertinente, et ceux qui font avancer l'histoire, la narration et donc le lore. Je te propose qu'on commence avec les épisodes standalone, un peu parler de ces épisodes qui nous ont marqués par leur concept, leur idée de base, parce que un truc qu'il y a dans Rick et Morty, c'est qu'il y a toujours une grosse idée par épisode, généralement, qui est souvent, en tout cas pour les 3 premières saisons, hyper pertinent et drôle. Donc vas-y Maxime, parle-nous d'un épisode que tu aimes. Moi, Rick et Morty, j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est avant tout une vraie série de science-fiction, avant d'être une série drôle pour adultes. Un peu comme l'était Futurama en son temps. Ouais. Enfin, que dis-je d'ailleurs, la série est revenue. On ne sait plus si Futurama est annulé ou non. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il faut absolument que je regarde cette nouvelle saison. Ouais, grave. Et j'aime particulièrement, justement, dans ces épisodes standalone, ces épisodes indépendants, parce qu'elle va prendre un concept de science-fiction, et elle va le pousser au bout, du bout, du bout, du bout et du bout. Et on va vraiment aller au fond des choses, et même plus qu'on ne l'a jamais été. Et moi, c'est ce qui m'a émerveillé quand j'ai découvert cette série, c'est de me dire « Ah, chouette, ils font ce concept. Ah, mais ils vont loin quand même. » Et de se dire qu'en seulement 20 minutes, ils arrivent à aller très très loin. Moi, je vais commencer par mon épisode préféré, qui est aussi celui de Benjamin. Qui est Total Recall. Parce que oui, un autre concept, et ça, je sais pas, pour le coup, si c'est propre à la VF ou s'ils le font aussi en VO. Mais souvent, l'épisode porte le nom d'un film où on introduit le nom Rick dedans. Voilà, donc la Total Rick Hall. Exactement. En fait, s'il y a des parasites qui investissent du coup... Attends, est-ce qu'on ferait pas d'abord un synopsis de la série quand même, au cas où, pour des gens qui la connaîtraient pas ? C'est vrai, Maxime, parlons quand même de la base, de quoi ça parle. En vrai, ça peut être très rapide, donc faisons-le. Voilà, c'est pas compliqué, c'est Morty, un adolescent de 14 ans, avec son grand-père qui s'appelle Rick. Ils vont vivre des aventures à travers l'espace, le temps, les dimensions, voilà. SF. Ta gueule, c'est de la SF. Voilà, exactement. Et on va suivre aussi les aventures de la maison, donc du coup il y a Summer, la sœur de Morty, Beth, sa mère, et Jerry, le père. Donc là, dans cet épisode-là, il y a des parasites qu'investissent la maison, et en fait, ces parasites ont pour particularité de prendre la forme de personnages imaginaires, et de te faire croire que tu les connais depuis toujours. Et en fait, l'épisode va cumuler et surcumuler les personnages random qui arrivent comme ça, en expliquant que « Ah mais oui, mais ça c'est un grand ami de la famille, ah oui, mais ça on a vécu trop plein de trucs avec lui, des personnages qui n'ont plus aucun sens au bout d'un moment. » Et du coup, c'est un épisode que j'adore parce que justement, on va au bout. C'est-à-dire qu'on multiplie les personnages jusqu'à ce que ça n'ait plus aucun sens. Et je pense à la fin, il y a plus d'une centaine de personnages. C'est des personnages plus imaginaires les uns que les autres. Les faux souvenirs qu'ils implantent pour faire croire qu'ils ont vécu des trucs cool avec la famille sont aussi toujours de plus en plus drôles. Et en plus de ça, ça nous permet aussi d'explorer un peu les relations qu'il peut y avoir dans la famille, comme notamment un parasite qui se crée en faisant croire qu'il est le nouveau mec de la mère. Voilà, c'est ça. Et où tout le monde, et où même le mari, pense qu'il est le meilleur pote de ce couple-là. Et donc du coup, ça nous permet d'explorer les relations qu'il y a entre les personnages. C'est ça, exactement. Ça, c'est une des qualités de Rick et Morty, c'est que malgré tous les délires qu'ils nous racontent, il y a toujours une profondeur hyper
hyper intéressante au niveau des personnages, mais on y reviendra pour les épisodes de narration. Moi, je voulais parler d'un épisode dans la saison 1 qui est la boîte à larbin. Bonjour, c'est moi, Monsieur Larbin, à votre service. Exactement. Où le concept est très simple. Rick a une petite boîte où quand tu appuies dessus, il y a un larbin qui sort. Donc tu peux lui demander une fonction, il remplit cette fonction et il s'en va. Donc c'est très simple, par exemple, t'appuies sur le bouton, il doit, aller nettoyer la gouttière, il nettoie la gouttière et hop, il disparaît. Fin du larbin. Le problème est que le père de famille Jerry est con et que donc il lui donne une tâche compliquée à faire. C'est-à-dire qu'il va demander à Monsieur Larbin de lui apprendre à jouer au golf. À réussir son swing. Exactement. Et donc, Jerry étant très mauvais, le larbin, il va commencer à péter une durite parce qu'un larbin n'est pas fait pour rester trop longtemps. Et donc, du coup, ce larbin va demander de l'aide à un autre larbin, qui va demander de l'aide à un autre larbin, à un autre larbin, à un autre larbin, et donc on va finir avec une invasion de larbins, bien évidemment. Qui vont tous vouloir s'entraider, puis ça va recréer des problèmes, les autres larbins vont être recréés pour résoudre d'autres problèmes, et ça va faire... Sauf que tant que personne n'a accompli sa mission, ils peuvent pas disparaître. Donc, du coup, comment faire disparaître tous ces larbins et encore une fois, voilà, on va au fond du concept, il y a 13 000 larbins qui arrivent à la fin. Exactement. Et c'est du coup hyper intéressant. Il y a aussi les épisodes du câble interdimensionnel, où en fait Rick a un décodeur qui permet de zapper sur les chaînes issues d'univers parallèles et de dimensions parallèles. Donc du coup, c'est une espèce de parodie complètement trash et très très exagérée de ce qu'on peut voir à la télé. Et les épisodes sont vraiment faits comme ça, avec du zapping. Il n'y a même pas de fil narratif ni rien, et c'est juste du gag. Mais vu qu'on traverse les dimensions, c'est ces épisodes-là où je trouve que la série peut se permettre d'exprimer à fond toute sa créativité, et c'est limite l'épisode où toutes les petites idées de concept d'épisodes qu'ils n'ont pas réussi à approfondir pour en faire un épisode complet, ils les mettent là-dedans, et même les blagues de salle de scénaristes, allez, vas-y, on va le mettre là, ou vas-y, ça fera l'épisode pour le câble interdimensionnel. Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours des épisodes hyper agréables à regarder, parce que on a 1000 idées dans 20 minutes, et à chaque fois c'est des idées hyper pertinentes, mais ils ont l'intelligence de pas les tirer. C'est là qu'on voit aussi l'intelligence d'écriture, c'est que si ils décident de faire un stand-alone qui doit durer 20 minutes, on sent qu'ils ont réfléchi à comment l'étirer sur 20 minutes, et que ce soit le format parfait pour le faire. Et c'est pas genre, ils ont une idée, ils les tirent quoi qu'il arrive, et ça part. Non, ils ont eu encore une fois l'intelligence de se dire... Et si on mettait pas un épisode dans la saison où on balance notre fourre-tout d'idées qu'on peut pas justement étirer. Du coup, chaque idée, on les voit de manière hyper intelligente et ça marche super bien, quoi. Ouais. Pour en finir avec cette catégorie, j'aimerais parler du dernier épisode en date de la série, donc l'épisode 10 de la saison 7, qui s'appelle Conjuring. The Conjuring, le film d'horreur, si vous connaissez, de James Wan. J'avais pas le jeu de mots. Ah ouais, voilà. Donc là, c'est Conjuring. Et le concept est que ils vont dans un fast-food, et dans les toilettes de ce fast-food, il y a un trou, où le principe de ce trou est de te montrer ta plus grande peur. Et tu peux sortir du trou qu'une fois que tu as vaincu ta peur. Forcément, ils vont vouloir rentrer dedans, et le problème est que ça va attirer beaucoup de problèmes, parce que il faut la vaincre, la peur derrière, il faut réussir à s'en sortir. Et ça va poser beaucoup de questions existentielles, par exemple, est-ce que je suis vraiment sorti de ce trou ? Et je voulais utiliser cet épisode pour transiter parce que je trouve que c'est un épisode qui est hyper intéressant au niveau du message qu'il laisse en fait. Est-ce que j'ai vaincu ma peur ? Est-ce que ma peur n'est pas finalement d'être encore dans le trou ? Et Rick et Morty a vraiment cette force de parvenir à nous mettre des questions en tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois où je regarde un épisode de Rick et Morty et le goût que j'en ai, même si je me suis marré pendant 20 minutes, c'est limite un goût un peu amer. Donc c'est là qu'on va pouvoir transiter sur vraiment les épisodes de lore et donc le développement de personnages. Parce que Rick, clairement, si on le développe pas, c'est un personnage exécrable que vraiment on n'a pas envie d'avoir comme pote et qui nous casse les couilles, quoi. Ouais, parce que Rick a l'habitude de voyager dans les dimensions et dans l'espace, notamment dans les dimensions. Donc il est conscient que sa réalité fait partie d'une infinité de réalités. Et ça, c'est un trait d'humour qui est habituel dans la série et que je trouve qui fonctionne très très bien. C'est ce côté où on va pouvoir faire mourir un personnage secondaire, voire tertiaire, de manière complètement random, sans larmes, sans rien, parce que, en fait, le personnage de Rick est complètement apathique, tellement qu'il est gavé de cette espèce de multivers où il dit ça c'est pas grave,
Et du coup, c'est vrai que ça rend Rick très, très apathique, déjà même vis-à-vis de lui et de son corps. Il a des clones à tout bout de champ, il a des solutions à tout, enfin il a vraiment une vision de l'univers où rien n'a d'importance. Et donc du coup, il projette ça aussi sur ses proches, et c'est ce qui lui donne en fait cet aspect connard. Parce qu'en plus, il est totalement alcoolique, il a toujours représenté avec de la bave, tu le vois tout le temps se bourrer la gueule. Donc c'est sûr que si de temps en temps tu lui montres pas avoir des regrets, avoir un fond, on sait par exemple qu'il a perdu sa femme, donc il a quand même des blessures ouvertes, il est pas alcoolique pour rien, et en fait c'est tous ces petits travails qui dramatisent pas trop le personnage, mais qui vont le dramatiser juste assez pour qu'on s'attache à lui, et qu'il soit pas le gros connard de service, comme peut l'être par exemple un Eric Cartman dans South Park, qui lui n'a absolument rien d'attachant. Il y a parsemé dans la série plusieurs épisodes qui servent justement à amener un peu de ce lore, donc de l'histoire complète de Rick et Morty. Et ça commence avec l'épisode 6 de la saison 1 qui s'appelle Elixir d'amour. Donc là, c'est pas un titre de film, mais il y a toujours le jeu de mots avec Rick. Ah oui, Elixir, Rick et tout. Exactement. Ah, je l'ai. C'est bien, bravo Maxime, félicitations. Yes. Et c'est le premier épisode où on va avoir un peu une trace des conséquences des aventures de Rick et Morty. Donc on est dans l'univers de Rick et Morty va demander un filtre d'amour à son grand-père Rick pour séduire son crush qui est Jessica. Le problème, c'est que ce filtre d'amour va créer une épidémie et tout le monde va tomber amoureux de Morty. Ce qui crée un gros problème. Et donc pour contrecarrer ça, Rick va faire un antidote fait avec des substances de menthe religieuses. Donc ils le font, sauf que tout le monde se transforme en énorme menthe religieuse. Et donc en fait, ils se rendent compte qu'ils ont saboté leur univers en fait. C'est irrattrapable. Donc Rick décide de partir de cette dimension et de choisir une dimension où Rick et Morty viennent de mourir, de s'enterrer dans le jardin et de prendre leur place dans cet univers-là. Et là où on pourrait se dire, voilà, c'est un événement comme ça, c'est rigolo, et voilà, on n'en parle plus. Non, c'est assumé. À partir de maintenant, Rick et Morty de tel univers, de telle dimension, ne sont plus dans leur dimension. Et c'est quelque chose qui reviendra, je crois, au début de saison 3, mais je suis pas sûr, donc je vous laisse vérifier. Mais où, pour aller sauver Rick, Summer et Morty vont déterrer le Rick qui est enterré dans le jardin pour récupérer son pistoportail et aller le sauver à la citadelle d'Eric. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, il y a certains épisodes où l'impact de ce que font Rick et Morty a une importance. Ouais, puis tu parlais de la citadelle d'Eric, c'est justement un endroit où, vu qu'on est dans des délires de multivers et de dimensions parallèles, il y a plusieurs Rick et il y a plusieurs Morty qui voyagent entre les mondes, et on apprend même qu'ils se sont organisés dans une forme de société. Exactement. Où il y a plusieurs Rick et plusieurs Morty, qui justement sont des gens très importants dans le multivers, vu qu'ils ont l'habitude de voyager dans le multivers. Généralement, les épisodes de lore autour de ça, on va confronter les personnages principaux à leur double dans les autres univers. Je pense par exemple au fait qu'il y a un univers où les Rick ont créé une garderie pour Jerry, du coup le père de famille, et au final il y a plein de Jerry de tous les univers possibles qui sont mis là en garderie en fait. Exactement. Et du coup il y a comme ça plein de concepts autour des personnages et de leurs doubles qui sont posés, et ils sont tout le temps confrontés à cette notion de multivers. Et vu que la série n'a pas vraiment de limites, ils peuvent, même du coup, au sein de ces épisodes de lore, partir complètement en cacahuète et aller complètement au fond des choses avec ce délire d'avoir des doubles, avec le délire comme ça, d'être dans un multivers. Je pense par exemple à cet épisode, ils arrêtent pas de mourir. En fait, à chaque fois, ils redisent en disant « Bah oui, mais nous, non, on était des copies de sauvegarde. » Et à la fin, pareil, tu sais plus qui est la sauvegarde de qui, tu sais même plus qui tu suis. D'ailleurs, c'est presque un épisode, tu sais jamais vraiment s'il a eu de l'importance ou pas dans le lore. Ouais. Parce que du coup, comme toute série pour adultes, il y a aussi des épisodes difficiles à assumer sur un lore, donc on n'en parle plus trop. Mais c'est vrai que c'est une série qui a pas de limite et qui arrive comme ça à s'étendre sur tout un multivers et à malgré tout créer un monde qui est cohérent avec quand même des règles strictes. Et ça, c'est très fort de pouvoir se permettre autant de choses tout en étant dans un univers avec des règles strictes. D'ailleurs, même le duo Rick et Morty, plus ou moins une référence à Doc et Marty de Retour vers le futur. Clairement, oui. Ils ont un pistoportail qui traverse, on dirait clairement le vortex de Sliders. Donc voilà, en plus, même si vous êtes fan de science-fiction, y a tout un tas de références à tire-larigot qu'on peut avoir. Bon, c'est moins référencé que Futurama,
Où Oui. Futurama, c'est vraiment ah, j'ai la ref. Là, Rick et Morty arrivent vraiment à dépasser ces références pour construire son lore, son univers, et d'être tellement imaginatif que des fois, on est juste émerveillé par le concept qu'on a sous les yeux, quoi. Ah bah Et oui, c'est en clair. plus, on s'arrange toujours pour que le concept il soit drôle. Donc on est toujours en train de rire, même dans les situations qu'il y a de plus dramatiques. Puis comme tu dis, c'est à la fin de l'épisode qu'on a ce goût amer, mais pendant l'épisode, on est toujours dans de l'humour, dans de la comédie, dans de la blague, quoi. Exactement. Et donc en plus de la famille, on a aussi des antagonistes très forts, parce qu'on les suit sur plusieurs épisodes. Il y a des antagonistes qu'on suit sur un épisode standalone, mais il y a aussi des antagonistes qu'on suit sur plusieurs épisodes. Et ces antagonistes, c'est Evil Morty et Rick Supreme, qui sont vraiment très importants. D'ailleurs, il y a un épisode dans la saison 7, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais où on a les deux, et il est excellent, et grâce à lui, on a un peu un retour de Rick et Morty, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que après la saison 3, on a quand même une baisse de niveau, et pour moi, le problème, c'est que Rick et Morty a un lore incroyable, et ils l'exploitent pas assez. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'épisodes standalone, et avec toutes les pistes qu'ils nous mettent pour faire une narration complète, on a que 1-2 épisodes qui font évoluer l'histoire. Et donc forcément, ils doivent trouver plus d'épisodes de concept de SF, donc d'épisodes standalone. Et donc, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à développer assez bien les épisodes standalone, et que du coup, il n'y a pas assez de lore. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me perdait un peu, depuis la saison 4. Et la saison 7 a un petit regain d'énergie, que ce soit pour les standalone que pour les épisodes de lore. Exactement, et puis pour contextualiser, tu l'as dit, la série elle est créée par Dan Harmon, créateur de Community, et Justin Roiland, créateur de Solar Opposite par exemple. Et Justin Roiland a été mis dans la sauce et a eu quelques scandales très récemment, et il a dû quitter la série. Et du coup, là, la saison 7, c'était un peu, ok, on va voir comment Dan Harmon, il peut se débrouiller tout seul en tant que showrunner. Et visiblement, ça se passe très bien, parce que Dan Harmon a peut-être un côté plus construit, plus carré, et plus dans la longueur, dans le développement des personnages. Et du coup, je pense que le départ de Justin Roiland, bien qu'il soit créateur de la série, a l'air quand même de faire vachement de bien à la série. Ouais. À voir si ça continue. Alors effectivement, on perd un peu le côté folie où ça part dans tous les sens. C'est vraiment le côté jusqu'au boutiste, je pense, qui était dû à Justin Roiland. Le côté où vraiment on va pousser le concept de SF jusqu'au bout du bout. Ça, je pense que c'était Justin Roiland. Mais une saison, ça suffit pas pour se rendre compte du truc. Donc déjà, moi, vu que je veux plus de lore, ça me va, pour l'instant, à voir comment ça marche sur plusieurs saisons. Et moi, la 7 m'a vraiment enchanté, et c'est la meilleure saison depuis la saison 3. Donc là, il n'y a plus que Dan Harmon tout seul à la barre, ça a l'air de bien se passer. Donc je vous dis, la saison 7, elle arrive sur Netflix dans pas si longtemps, elle est prévue pour cet été, il n'y a pas encore de date précise. Mais en tout cas, actuellement sur Netflix, vous pouvez regarder les 6 premières, et sur Adult Swim, la 7e. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la série Rick et Morty, enfin, le tour comme on peut avec le temps qu'on a, parce que on pourrait en parler des heures de chaque épisode qui nous ont marqué, mais c'est pas le but ici. Pourquoi pas une petite tier list sur Twitch, tiens. On va garder ça en tête dans un coin de nos têtes. Ou un top TikTok. Ou un top TikTok, pourquoi pas aussi. Dites-nous ce que vous préférez, bien sûr, sur les réseaux et sur les commentaires YouTube. Et nous, on va pouvoir passer aux sorties. Je regarde les sorties de ce vendredi, je me dis y'a que nous qu'on peut rivaliser. On passe donc au calendrier des sorties, et dès le 10 avril, on a une multitude de sorties ciné, avec Nous les Leroy, le nouveau film, même le premier film de Flaubert. Ouais, allez le voir, je sais pas si c'est bien, mais soutenez Flaubert, c'est un artiste qu'on adore. Ouais, on soutiendra quoi qu'il arrive. Toujours le 10, du coup, SOS Fantôme, La menace de glace. Je suis assez curieux, en vrai. J'avais bien aimé l'héritage, donc là, si on part sur le même truc et que le film prend son indépendance, je suis chaud. Le 10 avril, il y aura aussi le nouveau documentaire de Sébastien Lifshitz, et je suis désolé si je dis mal son nom. Le film s'appelle Madame Hoffman. On aura aussi pour les fans d'horreur La Malédiction, l'origine. Je pense pas que ce sera bien, mais au moins on vous l'indique. Ah, je suis hypé. Et un film que j'attends beaucoup personnellement, c'est Le mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi.
Le lendemain, le 11 avril, on aura la série Fallout, reprise du jeu et qui est très attendue sur Amazon Prime. Je sais pas si je suis hypé, ça. Bah, moi je suis pas hypé, mais je suis curieux. Ouais. Le 16 avril, on aura le jeu Harold Halibut, qui est un jeu qui a été fait totalement en stop motion. C'est magnifique à voir et j'espère que le jeu sera bon. Je connaissais pas du tout ce truc, mais tu m'as donné envie avec le peu que tu viens de dire. Le 17 avril, au cinéma, nous aurons le film Civil War, nouveau film de Alex Garland. Nous aurons aussi le premier film de l'acteur Dev Patel, qui est Monkey Man. Toujours le même jour, une émission sur Netflix présentée par Claude de Koh-Lanta, si vous avez la ref, et qui s'appellera Mauvais Joueur. Ça, je suis giga hype. Oui, il y a moyen qu'on en parle quelque part. Et je l'ai pas dit, mais Civil War aussi. Je vais le voir Day One. Évidemment. J'attends de ouf ce film. Le 19 avril, sur Netflix toujours, on aura la suite de Rebel Moon. Je ne sais pas quoi en penser, les amis. Release the Snyder Cut. Oui, voilà, ce serait mieux. Toujours le 19 avril, nous aurons le nouvel album tant attendu de Taylor Swift, The Tortured Poet Department. Yeah. Le 23 avril, un jeu que j'attends beaucoup personnellement parce que j'ai fait l'épisode précédent, c'est Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Et pour finir, 3 sorties ciné du 24 avril, on a Back to Black qui est le biopic sur Amy Winehouse. Ça, je suis très curieux, ça. Je sais pas si je le vois au cinéma ou si je l'attends en VOD pour le coup. On aura aussi le film Challengers avec Zendaya. Et pour finir, nous aurons le Mangeur d'âme de Bustillo et Mori, que vous connaissez peut-être pour le film À l'intérieur. Et je voudrais rajouter aussi que Vampire Weekend vient de sortir son 5e album qui s'appelle Only God is Above Us, qui est absolument magnifique. Je vous fais un TikTok pour vous en parler. This morning, you've got time for a hot home-cooked breakfast. Pierre remplit la baignoire 1/3 fois moins que Jean. Combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillé? Allez, on reprend. Broderie, ut majeur. Vous avez tous jeté vos livres de Victor Hugo, car cette année on va étudier Tintin. Mais oui, j'ai fait mes devoirs, oui! On arrive maintenant aux devoirs, Maxime. Est-ce qu'on a bien fait nos petits devoirs, visionné tout ce qu'on avait à voir? Bien évidemment. Moi, j'ai dû regarder le film Metropolis, et pas celui auquel vous pensez. Et Maxime, tu as vu le pilote de la série After Party. Exactement. Donc on va commencer du coup par toi, Benjamin. Tu vas nous dire ce que tu as pensé de Metropolis, donc un film japonais, un film d'animation de Rintaro, le créateur d'Albator, pour une de ses œuvres les plus connues. Et du coup, je vais essayer de prévoir ce que tu as pensé de Metropolis. Ah oui, Maxime, dis-moi tout. Pour l'intrigue de Metropolis, en gros, ça se passe dans un futur dystopique où le monde est devenu une dictature, et où on va explorer la dualité homme-machine, et on va donc explorer cette porosité entre des robots qui deviennent un peu humains, qui sont mis un peu au banc de la société et qui aimeraient être à l'égal de l'homme dans la société, mais aussi des humains qui doivent apprendre à coexister avec ces machines. Alors, du coup, je sais que t'es pas forcément un ultra fan du film de Fritz Lang, contrairement à moi. Absolument. Je pense que tu l'as quand même préféré au film de Fritz Lang. D'ailleurs, moi, je suis un grand fan du film de Fritz Lang, mais je trouve cette version meilleure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux découvrir Metropolis, pour moi, vaut mieux d'abord découvrir celui de Rintaro que de commencer avec le film muet en noir et blanc. Donc je pense quand même que tu as été sensible à ça. C'est un film qui est très poétique, qui est énormément dans la poésie. Donc je pense que tu as quand même été sensible à la poésie. Après, c'est un film qui joue beaucoup sur les émotions. Donc je sais pas si tu as été sensible aux émotions. Surtout que le film se veut quand même parfois un peu lent et contemplatif. Donc j'espère que ça t'a pas dérangé. Mais je pense que tu as plutôt bien apprécié. Après, est-ce que tu l'élèves au rang de chef-d'œuvre de l'animation japonaise comme moi ? Je sais pas, peut-être, je l'espère. Mais en tout cas, je pense que t'as aimé, effectivement. Ok, alors déjà ce que je vais préciser, c'est que je vais avoir besoin que cette critique soit clairement une conversation, parce que je suis pas sûr d'avoir vraiment une analyse intéressante du film, donc je vais avoir besoin de te lancer sur des trucs et que tu me répondes, parce que en fait, concrètement, ce que j'ai pensé du film, je l'ai trouvé
très cool, très intéressant à voir dans le prisme justement du film de Fritz Lang, et de voir une version quand même assez différente. Il n'y a pas que des liens hyper clairs en fait. Je trouve qu'il y a 2-3 trucs évidents, bien sûr, notamment le personnage de Tima, voilà, qui fait évidemment référence au robot de Metropolis. Mais sinon, je trouve que ça aborde quand même des choses assez différentes. Et limite, ce que j'ai trouvé intéressant, alors là, je pousse peut-être la réflexion trop loin déjà, mais je préfère le dire tout de suite, c'est que je trouve, comme il a conscience de faire un film en rapport avec le film de Fritz Lang, il nous met en avant une société qui est sous dictature, plus ou moins, ou en tout cas d'une société qui va subir une sorte de coup d'État. En tout cas, on se dirige vers ça. Et c'est un truc qui est pas forcément dans le film de Fritz Lang, mais quand on sait ce que Fritz Lang est allemand et ce qui s'est passé après le film de Fritz Lang, il y a un côté hyper intéressant que je trouve par là. Oui, complètement, et je vois totalement où tu veux en venir, parce que le film de Fritz Lang a été fait avant la Seconde Guerre mondiale, entre deux guerres, de mémoire. Et du coup, le film de Fritz Lang était d'autant plus un film de science-fiction à son époque qu'il a peut-être prévu l'orientation dictatoriale qu'allait prendre son pays. Depuis, le film est devenu culte, et puis vu qu'il a été fait avant la Seconde Guerre mondiale, on ne relie pas forcément Metropolis à ces événements-là. Et cette version-là, qui est donc tirée d'un manga qui a été fait par le créateur d'Astro Boy, dont Rintaro est un élève, se sait conscient déjà de remaker une œuvre culte, et se sait conscient de savoir à quel point Fritz Lang a été pertinent dans la tournure dictatoriale qu'a pris son pays. Donc je trouve ça très intéressant que tu aies eu cette analyse-là, je t'avoue que je l'ai maintenant que tu me le dis, et c'est très pertinent parce que c'est clairement un axe du film, une fois que tu le prends de cette manière-là. Ouais, clairement. C'est un film qui est conscient d'être un remake, avant tout. C'est aussi en ça que je le trouve excellent, mais je vais te laisser continuer ta critique avant de m'enfoncer trop dans la mienne. Il y a un truc qui fait plaisir, c'est un peu un détail, mais je trouve ça important, c'est de voir des couleurs dans cet univers-là, parce que le film de Fritz Lang est en noir et blanc. En tout cas, il y a eu des versions, je crois, colorisées, mais bon, ça reste fade parce que on est sur un film tourné en noir et blanc. Exactement. Et là, de voir en plus vraiment des couleurs vives, il y a de la couleur partout, c'est vraiment beau à voir et ça fait vraiment plaisir. C'est un festival de couleurs, le film. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. D'autant plus qu'il y a un petit truc qui m'a un peu déçu, entre grosses guillemets, c'est que je suis pas un expert d'animation japonaise, mais j'en mate quand même beaucoup. Et je trouve que pour de l'animation japonaise, il manque un grain de folie dans la mise en scène. Et donc ça faisait du bien qu'il y ait un peu de cette folie dans les couleurs vives, dans l'univers en fait, qui nous est présenté. Et qu'il n'y a pas dans la mise en scène, je trouve, qui reste très sage, encore une fois, pour de l'animation japonaise. Pareil, il y a un autre truc qui est du détail, mais qui m'a beaucoup marqué, je sais pas trop pourquoi. C'est cette musique jazzy, dont j'ai pas compris le sens, c'est l'intérêt qu'elle soit là. Parce qu'il y a, de ce que j'ai entendu, peu de musique, mais à chaque fois qu'il y en a, c'est vraiment des airs de jazz posés là, comme ça. Comme dans Cowboy Bebop. Je n'ai pas vu Cowboy Bebop. Ah ok, t'as pas vu. Ouais. Alors, je sais pas quel est le lien partagé entre ces deux œuvres-là, mais effectivement, c'était peut-être un courant de science-fiction japonaise où le jazz était une forme de musique du futur. Ouais. Je vais pas m'embarquer là-dedans parce que je ne connais pas le lien qu'il y a, mais oui, effectivement, c'est deux œuvres sorties assez proches dans le temps, qui partagent effectivement ce point commun de faire du jazz, une musique de SF, finalement, plus que une musique rock, orchestrale ou même électronique. Ouais, alors je suis désolé, je passe à chaque fois du coq à l'âne, mais du coup je balance un peu tout ce qui m'a marqué dans le film. C'est le but, parce que les devoirs on les a vus à chaud, donc on a pas forcément le temps de construire notre critique, c'est l'avantage de la rubrique. Exactement. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement des personnages. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ont tous un côté attachant, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis attachant, c'est en tout cas on a envie de voir ce qui se passe pour eux, parce que il y a certains personnages qui sont pas attachants du tout, mais ils sont hyper intéressants, comme le personnage de Rock, qui est un personnage qui veut absolument buter, du coup, Tima, qui est le personnage principal féminin, et son compagnon, dont j'ai oublié le nom, qui est le personnage masculin principal. D'autant plus que y a un petit truc qui m'a gêné dans le film, c'est que je trouve c'est compliqué de comprendre l'univers, sa politique et vraiment le contexte du film, mis à part la rivalité humain-robot.
Ça, c'est très clair et très bien expliqué. On a vu assez d'œuvres dans ce style-là pour comprendre très vite les tenants et aboutissants. Mais vraiment, le contexte ensuite autour de ça, on met du temps à vraiment piger là où on se trouve. Et heureusement qu'il y a du coup les personnages qui sont vachement bien développés, alors qu'il y en a beaucoup, pour nous aider à se familiariser aux différents univers. L'espace du film est découpé en plusieurs zones, c'est-à-dire qu'il y a la surface et ensuite il y a la zone -1, -2, -3. Et c'est grâce aux personnages qu'on arrive un peu à piger tout ce qui se passe là-dedans, mais je trouve qu'on peut vite être perdu si on est un petit peu inattentif. Ça, c'est entre guillemets un peu dommage, mais c'est bien rattrapé par la présence et le développement des personnages qui aident justement à comprendre tout cet univers. Mais c'est ça, c'est que le positionnement des personnages dans cet univers est clair, donc c'est vraiment à travers eux, en fait, qu'on va comprendre l'univers. Et c'est du coup aussi la grande force du film. Comme je disais tout à l'heure, Metropolis, c'est un film qui se sait être un remake, et qui est parfaitement conscient d'être un remake, et qui va vraiment prendre, en tout cas pour moi, le parti pris de se dire, mais imagine Fritz Lang, il aurait eu les moyens à l'époque. Les moyens techniques, la durée. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Et c'est vrai que l'animation, c'est toujours très fort en science-fiction, parce que on n'est pas délimité par faut construire une maquette, faut construire un plan en effets spéciaux, donc on peut se permettre d'ouvrir toutes les vannes et d'y aller à fond dans la DA, dans la direction artistique, avec de l'animation. Et d'où l'intérêt du coup d'être un remake d'animation, c'est de mettre tous les potards à fond et de dire ouais mais attends, est-ce que Fritz Lang il aurait pas pu se permettre beaucoup de personnages? Et en fait finalement là où c'est des personnages qui n'existent pas trop dans l'œuvre originale, c'est des personnages justement qui vont venir approfondir tel et tel point qui était déjà présent dans le film. Bon, après, le film va aussi remaker des scènes complètes, et je trouve que c'est là où le film trouve sa force de mise en scène, c'est quand il va remaker complètement des scènes, mais dans un prisme d'animation japonaise, parce que justement, on va vivre cet univers au travers des personnages, et les personnages permettent de ressentir l'émotion. Pour moi, ce film, c'est un peu le meilleur remake qui existe de l'histoire du remake, parce qu'il vient vraiment améliorer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez découvrir Metropolis, commencez par celui de Rintaro. Si vous, en tout cas, vous avez du mal avec le noir et blanc, avec le muet, avec les vieux films, vous aurez beaucoup plus les codes pour le comprendre. Et allez après voir celui de Fritz Lang, parce que vous aurez des clés pour l'apprécier, et vous comprendrez encore mieux en quoi celui de Rintaro est un chef-d'œuvre. Et moi, je considère les deux films comme des chefs-d'œuvre, mais je considère quand même que le Metropolis de Rintaro fait encore mieux, en fait. Moi, du coup, mon rapport à Metropolis, c'est que j'ai trouvé que c'était un grand film, donc le film de Fritz Lang, mais c'est un film que je trouve trop long et j'ai du mal à rester focus, malgré que je l'aime beaucoup. Celui-là a le mérite, du coup, d'être plus ramassé. Il dure 1h50, alors que celui de Fritz Lang dure 2h30, je crois. Et oui, d'être plus récent, mais bon, ça, généralement, ça me pose pas de problème, c'est pas ça le problème. Mais du coup, il y a un rythme plus soutenu. Et sinon, il y a aussi même les concepts de SF. Donc ça, je me rappelle pas exactement dans l'original à quel point on avait des petites idées comme ça par-ci par-là. Mais là, j'ai bien aimé par exemple certains robots, comme par exemple les pompiers, qui sont des robots qui débarquent comme ça. Et même la lance à incendie est un robot qui se déplace toute seule, qui ressemble à un serpent, genre... Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis même quand les robots pètent tous un câble, qui déraillent tous en même temps et tout, il y a des idées comme ça et comment elles sont mises en scène et comment visuellement elles donnent, qui sont hyper intéressantes et que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est ça en fait, c'est que le film étoffe vraiment l'univers de base. Et on sent bien que c'est la même histoire, que c'est le même film, que ça se passe dans le même univers, mais avec des moyens qu'on peut pousser partout, et même dans les concepts de science-fiction, comme tu dis, avec les robots. Ouais. Et d'en faire un film plus parlant, vu qu'aussi les robots à l'époque de Fritz Lang, il n'y en avait pas beaucoup, vu qu'à l'époque, il y avait énormément de travail qui étaient des métiers d'usine, et que les chaînes de production étaient très vite remplacées par les machines. Alors qu'aujourd'hui, la vision des robots, on a complètement dépassé cette notion de remplacement. On a toujours cette notion de remplacement, mais on sait aussi que les robots peuvent nous apporter autre chose, peuvent nous apporter plus, peut aussi parfois nous apporter moins, et du coup on réadapte complètement le propos, quoi. Ah bah oui, complètement, parce que pour être très clair, du coup, dans le film de Fritz Lang, c'était les humains qui vont se faire remplacer par les robots, comme tu dis, et là, dans ce film-là, c'est les robots qui sont déjà bien en place et qui sont
mis en esclavage plus ou moins dans les sous-sols de la ville. Et ils n'ont pas le droit d'être à la surface, etc. etc. Donc on est vraiment, même dans l'après, c'est une sorte limite de suite, quoi. En attendant le nouveau robot qui, lui, est plus proche de l'humain. Justement. Et qui est d'ailleurs ce même personnage dans les deux films, mais qui a un parcours presque inversé. Et c'est là où ça crée la boucle. Ouais, ça a créé la boucle, exactement. Bah moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'était une très belle expérience de découverte. Je pense pas que je dirais que c'est un chef-d'œuvre pour ma part, mais en tout cas, c'est un très bon film d'animation déjà, un très bon remake aussi. C'est pas tous les jours qu'on voit des bons remakes, donc faut en profiter. Ouais, faut le dire. Allons-y. Et merci pour la découverte, j'ai kiffé. Yes. Et bien du coup, Benjamin, maintenant qu'on a parlé de Metropolis, à ton avis, j'ai pensé quoi du pilote de la série After Party, série Apple TV ? Du coup, oui, en effet, une série Apple TV, et c'est géré par Christopher Miller, que vous connaissez pour son duo avec Phil Lord, donc les 21 Jump Street, La Grande Aventure Lego au scénario, Tempête de boulettes géantes, de toute façon, ils ont fait que des bangers. C'est une série qui est un whodunit, donc il y a quelqu'un qui meurt, et on essaye de savoir qui est le meurtrier dans la maison, donc comme Cluedo, voilà, par exemple. Et la particularité de cette série, mais que Maxime, tu n'as pas pu vraiment voir du coup, c'est que chaque épisode reprend un genre différent. Donc toi, tu as vu le pilote, qui est basé sur la comédie romantique, si je me rappelle bien. Et donc voilà, bon, maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce que je pense que tu as pensé ? En vrai, je suis pas objectif, pour moi c'est difficile, surtout si t'as vu que le pilote, de dire j'ai vraiment pas aimé. Parce que pour moi, le pilote est drôle, pose des bases intéressantes, et quand tu sais qu'il y a plusieurs genres explorés par la suite, ça peut que éveiller la curiosité. Donc pour moi, t'es au minimum curieux de poursuivre la série. Et est-ce que t'as kiffé ? T'es pas un grand spécialiste de comédie romantique, donc je sais pas si ça t'a emporté, mais on retrouve quand même beaucoup l'humour de Phil Lord et Chris Miller, donc je pense que oui, t'as quand même apprécié ce petit pilote. Eh bien oui, Benjamin, j'ai apprécié. C'est vrai que j'ai trouvé ça drôle. Parfois c'est un peu trop comédie ricaine pour moi. Oui, j'aime pas trop les comédies américaines, donc il y avait parfois un côté Judd Apatow. Mais qui est clairement propre au genre qu'ils essayent de singer, en fait. Et voilà, que donc tu ça, retrouveras pas forcément Alors, par la suite. Mais... Oui et non, parce qu'il y a des fois, même dans la partie, on va dire, dans le présent, donc dans la partie enquête, parce que, en gros, si j'ai bien compris, chaque épisode va porter le prénom d'un des suspects. Et du coup, en tout cas dans le premier épisode, et je pense que c'est ce qui se répète, c'est que du coup, le suspect, t'as raison. Il va faire son témoignage, mais il va faire son film. Oui, c'est exactement ça. Donc du coup, il y a vraiment la partie enquête policière, qui est comédie policière aussi, et la partie, le film de la personne qui est interrogée. Absolument. Donc effectivement, j'ai pas forcément capté que ça allait explorer des genres différents, bien que effectivement, on voit que les personnages sont assez différents pour se dire, ah bah en fait, à chaque fois, leur film, il va être différent. D'ailleurs, le personnage principal le dit, hein, vous voulez mon film perso ? Plutôt que de dire mon témoignage, au bout de dire, vous voulez mon film, et en plus, on est transporté dans un autre film, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tout change, la lumière, tout ça, tout est fait pour transmettre un genre. C'est ça. Donc voilà, moi il y a le côté comédie américaine qui m'a un peu moins plu, sachant que moi, Phil Lord et Chris Miller, je suis pas gros fan de 21 Jump Street. Et en fait, je crois que ces gars-là, je préfère quand ils produisent. Ils ont produit la série Last Man on Earth, je suis un gros fan de cette série. Ils ont produit les Spider-Man. Et c'est vrai que généralement, quand je les vois à la prod... Et écrit, les Spider-Man quand même. Voilà. Et du coup, quand je vois qu'ils sont à la prod ou à l'écriture, je suis dedans. Mais quand je vois qu'ils sont à la réal, et que surtout c'est pas de l'animation, du coup je suis un peu moins fan. Mais ça m'a donné envie de regarder le reste. Et en plus, moi, les whodunit, ça me chope assez facilement, parce que j'ai envie de savoir qui. Et je vais te partager ma théorie. C'est pas un spoil, parce que j'ai vu que le pilote, moi je pense que c'est Zoé. Donc le love interest, justement, du personnage qui témoigne à ce moment-là. Qu'est-ce qui te donne cette... C'est elle qui a invité le personnage principal du pilote à venir, et la raison est pas trop explicite, et j'ai l'impression qu'elle veut le faire venir pour justement l'accuser, et que c'était son plan. Parce qu'en fait, tout démarre avec une réunion d'anciens dans un lycée. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, du coup, j'ai fait le synopsis de à quoi ça ressemble le concept, voilà. Mais pas du tout de l'histoire. C'est une classe de lycée qui se retrouve pour une réunion d'anciens combattants 15 ans plus tard,
Et en fait, l'un d'eux est devenu une star de la musique. L'after de la soirée au lycée se fait chez lui, et ce gars-là, il meurt. Voilà, c'est une petite précision. Ouais. Et au bout d'un moment, lui, il dit, à chaque fois que j'ai essayé de la draguer, du coup, c'est son crush de lycée, bah, il y a un riche qui s'est interposé entre nous. Et là, du coup, il y aurait pu... Je pense qu'il y a un truc à démêler avec tout ça. Bah, après, voilà, j'ai vu que le pilote, mais j'aime bien, moi, partager justement les théories qu'on a dès le pilote avec zéro info. Ah, mais complètement. Et puis, en plus, là, du coup, j'ai qu'une envie, c'est qu'on aille regarder la fin de la saison ensemble et tout, pour voir comment tu... Et j'aime d'autant plus les partager à quelqu'un qui a la réponse et qui, dans sa tête, doit se dire 3 choses. Ah ouais, putain, bien joué, il l'a direct deviné. Ou... c'est pas ça, mais c'est bien joué parce que oui, on peut penser ça, mais il est complètement débile, il y a une beaucoup plus grosse évidence dans le pilote et il l'a pas vu. Et je ne dirai pas ce que j'ai dans la tête, bien évidemment. Non. Et le visage de Benjamin est impassible, je n'arrive pas à deviner si j'ai raison. J'ai un grand sourire, mais ça peut dire beaucoup de choses. Donc voilà, globalement j'ai aimé, ça m'a envie de regarder la suite, surtout que je ne connais pas du tout ce que Apple TV fait dans ses productions, et j'ai Apple TV depuis peu de temps, donc c'est une belle porte d'entrée quant aux productions Apple TV. Surtout que j'ai regardé Severance aussi, là je change de sujet. On en reparlera plus tard. Ouais, on en reparlera, c'est sûr, parce que... Clairement, saison 2, on en parle. J'ai vu 2 épisodes et j'ai adoré. Donc voilà, merci de m'ouvrir les portes d'Apple TV avec cette série-là, parce que ça reste toujours intéressant. Après, pour conclure sur l'idée des genres, ce que j'ai perçu quand même, c'est cette folie de Lord et Miller. Même si là c'est Miller tout seul, bon, oui. Lord est là. Je pense qu'il est jamais loin. Et il est en prod de Exé. On retrouve déjà cette folie de mélanger des genres, de mélanger des styles, de mélanger des choses. Rien que déjà dans les personnages, qui sont vraiment des personnages qui ont rien à voir entre eux et qui se demandent mais à quel moment ces personnages-là sont réunis dans des séries. Ouais. Donc tu vois, ce truc-là, même le on l'a casting, déjà. je le trouvais hyper intéressant au niveau, même ne serait-ce que des faciès et tout. On est vraiment sur une classe, quoi. Ouais. Genre une classe de gens qui n'ont rien à voir, mais qui ont décidé de quand même tous revenir à leur ancienne réunion et ils se retrouvent tous là. Donc c'est hyper marrant de voir aussi les relations qui n'existent plus. Enfin voilà, tout ce délire-là, moi j'aimais beaucoup déjà. Et donc du coup, il y a vraiment cette dynamique de personnages et de whodunit qui fonctionnent grave bien ensemble en fait. Et ensuite, même dans la suite de la saison, qui fonctionne à merveille quand on en apprend de plus en plus sur chacun d'eux. Ouais, c'est ça, et puis comme je dis, on ressent quand même déjà cette énergie d'aller mélanger des trucs. Même si on se devine pas que c'est genre par épisode, on a déjà cette énergie-là. Je note notamment les séquences qui font état de la carrière de la personne qui est jouée par Dave Franco, où j'ai retrouvé mes plus beaux fous rires de Tonnerre sous les tropiques, où on reprend vraiment regardez, il a fait des sons, le son c'est ça, et puis après il s'est essayé au cinéma, et puis le cinéma ça a donné ça. Enfin, c'est clairement le début de Tonnerre sous les tropiques, où on refait la carrière, donc il y a ça qui m'a accroché. Donc merci pour cette découverte et cette entrée dans l'univers d'Apple TV, Benjamin. Parce qu'on vous parle beaucoup de Netflix, de Disney+, et tout, mais là, on va pouvoir vous parler d'Apple TV maintenant. Oui. Bon, écoute, Maxime, si tu n'as plus rien à dire sur cette fabuleuse série et regarde la suite, bien sûr, on va pouvoir passer à ce qu'on se donne pour l'épisode suivant. À toi l'honneur, Maxime, je t'en prie. Bien, Benjamin, tu vas terminer une série. Oh, merde. J'ai hésité longtemps, mais tu vas terminer Captain Laserhawk. Ah oui, ok. Donc, c'est rapide. On avait regardé le pilote, hein, c'est ça ? On avait regardé le pilote pour notre bilan 2023, attente 2024. Okay. Moi, je l'ai terminé, pas Ben. Et Ben, je veux que tu la termines et je veux qu'on en parle. Et on reboucle parce que le premier devoir que je t'avais donné, c'était aussi du Adi Shankar. Ah oui, complètement. Je vois que tu n'as aucune inspi, Maxime. Aucune. Mais tu verras que j'en ai pas beaucoup non plus, ça va être très intéressant. Je vais regarder le 2e épisode. Non, évidemment, donc très bien. Je note pour mon devoir de l'épisode suivant. Et moi, je vais te donner un film qui s'appelle Confession, qui est un film japonais. Et c'est tout ce que je te dirais. C'est un film qui s'appelle Confession et qui est japonais. Ok, super. Donc rendez-vous à la fin de l'épisode prochain pour pouvoir vous en parler. C'est ça, exactement. Je suis dans la cuisine, tu penses que je te prépare? Je sais pas, enfin, peut-être. C'est un conseil d'amis que je vous donne.
On va pouvoir maintenant passer du coup aux petites recommandations avant de finir l'épisode. Et bien sûr, on commence avec les recommandations internet. Maxime, dis-nous tout. Eh bien, je vais vous recommander une chaîne, donc il a ressorti des vidéos il y a pas longtemps, qui s'appelle Captain Hype. Et Captain Hype, bon, il fait des explications de lore de manière générale, mais il s'est surtout spécialisé dans l'explication et le détail du lore de Kirby. Et là, vous allez me dire, il y a un lore à Kirby ? Ouais. Et franchement, je joue pas spécialement au jeu Kirby, mais le lore est fascinant et la manière dont il l'explique est fascinante. Et moi, il y a des fois, même sur des franchises auxquelles je joue pas ou je regarde pas, j'aime bien les gars qui expliquent le lore, histoire de comprendre comment un univers fonctionne, au-delà de voir les manières qu'il peut avoir de nous raconter son lore. Et donc du coup, voilà, Captain Hype, qui fait beaucoup de Nintendo, qui est vraiment spécialisé dans Kirby, et c'est génial. L'univers de Kirby est assez fun à découvrir, et assez bordélique. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez vous plonger dans un imaginaire délirant sans forcément avoir à jouer au jeu Kirby. Donc c'est Captain Hype. Ok Maxime, merci bien pour cette reco. Et moi je vais partir sur une chaîne à la fois YouTube et Twitch, qui est très connue, hein, je vais rien vous apprendre, mais j'avais envie de le mettre en avant, c'est StreamVF de Donald Renew. Incroyable. Donc qui est évidemment Donald Renew, donc la voix de Titeuf, la voix de Spider-Man par exemple. Donc on parle bien ici de doublage français. Il invite à chaque fois souvent des castings par rapport à une œuvre. Donc il y a déjà eu South Park, dernièrement il y a eu le casting du dernier Final Fantasy, des choses comme ça. Et donc là, le dernier épisode, il l'a tourné en public, c'était au Club de l'Étoile, et cette fois-ci, il a rendu hommage à une grande figure, donc une seule personne, qui est Richard Darbois. Donc que vous connaissez forcément pour avoir doublé Buzz l'éclair, ou encore le génie d'Aladin. Harrison Ford. C'est la voix d'énergie aussi. Et c'est vrai. Bref, il fait énormément de monde et l'épisode est super cool. Et donc à chaque fois aussi, pour vous donner envie, il y a un moment où il redouble les œuvres cultes de chacun. Et donc on a le droit à une séquence de redoublage où il reprend son rôle de Buzz l'éclair avec son acolyte de toujours, Jean-Philippe, puis Martin, la voix de Woody, Tom Hanks et Tom Cruise. Que du beau monde. Donc voilà, si vous êtes attiré par le doublage français, que vous aimez les voix emblématiques que vous avez écoutées dans votre enfance, ou que vous écoutez encore peut-être, je vous recommande cette émission StreamVF. On va pouvoir passer aux recommandations dites normales. Et donc Maxime, tu voulais nous recommander quelque chose d'assez particulier. Ouais, c'est la première fois qu'on va parler de ce réseau social dans le podcast. Je vais vous recommander un SoundCloud. Mais je vais surtout vous dire de guetter l'artiste dont je vais vous parler, qui s'appelle Otoke, qui est une nouvelle résidente dans le collectif parisien Microclimat, que j'ai vu en DJ set il y a quelques semaines de cela. Elle a fait un closing de 3 heures de la soirée à laquelle elle était bookée. Et faut dire qu'elle a retourné le dance floor, comme on dit. C'était incroyable. J'avais pas dansé pendant aussi longtemps et d'aussi bon cœur depuis des années, vraiment. Je vais souvent en concert, j'aime danser, y a pas de souci. Mais là, vraiment, c'était viscéral, en fait. Donc voilà, je vous recommande son SoundCloud, histoire que vous puissiez écouter ce qu'elle fait, et aussi que vous puissiez la guetter, parce que dès qu'elle passe en soirée à côté de chez vous, en festoche, en soirée ou autre, c'est clairement un nom qui doit vous faire bouger en soirée pour pouvoir l'écouter, parce que c'est vraiment incroyable. Moi, je voulais vous recommander un petit jeu vidéo. Il y a quelques épisodes, je vous avais recommandé le jeu Lethal Company, et là, on va parler de clairement son petit frère, qui est Content Warning, que j'ai pu essayer là, cette semaine, en fait. C'est un jeu qui est sorti le 1er avril, je crois. Et en fait, le but, c'est qu'on est des influenceurs de l'espace. En gros, on va sur une planète qu'on appelle l'Ancien Monde, où il y a des monstres et des créatures étranges, et notre but est de faire une vidéo qui devient virale pour gagner de la grosse tunasse. Incroyable. Et c'est vraiment hilarant, genre vraiment le plaisir de jeu. J'y ai joué avec notre ami Piu Piu. Encore lui. Et oui, toujours. Décidément, de nombreuses fois cité. Ah oui, oui, évidemment. Et vraiment, mais on est mort de rire à chaque game. J'ai hâte qu'on y joue avec Marty. J'ai déjà passé le mot à Marty et j'attendais cette petite reco pour te passer le mot à toi, Maxime. Il faut qu'on fasse une partie de ça parce que vraiment,
il y a tout ce qu'on aime, quoi. C'est vraiment genre, tu dois vraiment te prendre en vidéo, il prend en compte le fait que tu parles, tu vois, genre, donc il faut faire l'entertainment, il faut donc filmer des trucs un peu chelous, et en plus, t'as des petits moments de flip aussi, parce que, y a les monstres, tout ça. Et donc voilà, le but, c'est de faire le buzz, et à chaque manche, disons qu'il faut gagner de plus en plus de sous pour passer à la manche d'après. Donc voilà, si vous aimez Lethal Company, que vous connaissez sûrement, allez-y direct, parce que clairement, je pense que vous allez en entendre parler, là, dans les prochaines semaines, c'est sûr que tous les streamers vont y jouer, et vous allez kiffer, très clairement. Donc voilà, content warning. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Maxime, tu as kiffé cet épisode, évidemment. Ouais, grave. Et puis je ressors avec tout plein de trucs à regarder, à jouer, donc trop bien. Évidemment. Donc nous, on vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 9. Et écoutez, en attendant, portez-vous bien. Oubliez pas de nous suivre aussi sur TikTok, on fait des petits formats courts où on vous parle de plein d'autres choses dont on peut pas parler dans le podcast. On va aussi s'essayer au vlog. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous quand même et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok. Bref, voilà, on est sur tout plein de réseaux. On fait suivez-nous partout, bordel. Suivez-nous partout. Bien évidemment. Donc voilà, on se quitte ici. En tout cas, sachez que pour nous, toujours, il n'y a pas de sous-culture. Et on vous dit au prochain épisode. Ciao. Si tu nous faisais plutôt un beau sourire en guise d'adieu. Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Au revoir, président. Je m'adresse au Benjamin qui monte. N'oublie pas la blague de fin d'épisode, qui est un élément drôle que tu peux reprendre du truc où on redit quelque chose. Voilà. Salut Ben du futur.